acné, eczéma, psoriasis, vitiligo, cancer, sans oublier les ulcères et les chancres causés par la syphilis, les milliers d'affections cutanées qui peuvent s'attaquer au corps n'épargnent personne et se balancent royalement de notre statut social ou de notre code postal. Elle touche 1,8 milliard de personnes sur la planète. Ça, c'est un individu sur 5 qui se regarde peut-être avec découragement dans le miroir. La lèpre est tellement emblématique qu'on en parle dans la Bible. Pas dans le dernier numéro de Coup de pouce, là. Non, non, la Bible. Même Auguste, le premier empereur romain, une sorte de grand PDG de l'Antiquité, vivait avec de l'eczéma. Imaginez, diriger le plus vaste empire du monde en ayant envie de se gratter comme si on avait roulé dans un champ d'herbe à puce. Et les traitements? Du goudron, oui, comme celui qu'on met sur les routes, aux nanotechnologies. Fancy. Sans oublier les vœux faits aux étoiles filantes. Hein? On s'est badigeonné avec toutes sortes d'affaires pour faire la peau à nos problèmes de peau. Bienvenue dans l'univers fascinant de la dermatologie. Avant de voir le médecin, Alain Raza, qui est atteint de vitiligo, une maladie dont le principal symptôme est une décoloration de la peau, rencontre l'infirmier pour un bilan général. On fait une petite pression. OK. Merci. Merci à vous. Je vais vous donner une jaquette, puis OK. on va s'installer Excellent. de côté. Je vais fermer la lumière. On est prêt. C'est parti. Donc, Alain, vous vous rappelez l'intérêt de travailler avec cette lumière UV, donc la lampe de Wood, qui nous permet de mettre un petit peu plus en évidence les différences de couleurs. C'est-à-dire que la peau atteinte du vitiligo va être beaucoup plus facile à dénoter parce que le contraste entre la peau normale et la peau atteinte va être plus simple à voir au final. Donc, Alexis, ça te va qu'on va pour le cadran 1? Oui. Écoute, je vous laisse fermer les yeux, on y va. Que ce soit pour une maladie inflammatoire comme le vitiligo, le retrait d'un cancer, un traitement photodynamique pour des lésions précancéreuses ou encore la reconstruction d'une oreille après l'excision d'un carcinome, environ 300 dermatologues au Québec veillent à la santé de notre peau. Et comme on ne met pas de la crème sans avoir ouvert le tube, on ne va pas suivre les dermatologues dans leur travail sans avoir défini ce qu'est leur spécialité. On a l'habitude de dépeindre le département de dermatologie comme dans Grey's Anatomy, par exemple, comme un endroit où on se fait faire des massages, des faciales. Ben, c'est loin d'être le cas, en fait. Épelaï! En effet, dans la vie, les dermatologues sont un peu les Indiana Jones de l'épiderme, les Sherlock Holmes du bouton louche. Bien décoder les signes de la peau peut mettre les médecins sur la piste de maladies qui se manifestent ailleurs dans le corps. Une irritation violacée sur une paupière, des lésions sur le dos et les mains, un peu de rouge sur les joues, un souffle court, et un dermatologue aguerri pourrait y voir une dermatomyosite, une condition auto-immune rare qui s'attaque aux muscles. On parle ici d'une spécialité médicale qui fait dans le salto arrière en s'occupant de notre enveloppe corporelle, de l'épiderme à l'hypoderme, en passant par le derme, oui, comme un millefeuille anatomique, mais aussi de tout ce qui vient avec. On parle ici des muqueuses, ces tissus humides et mystérieux, des fanères, façon savante de dire ongles et cheveux, et des glandes, sudoripares pour la sueur, sébacées pour le gras. En gros, le dermatologue, c'est le spécialiste de la peau. Tu sais, cette enveloppe, le plus grand de nos organes qui nous recouvre comme un sandwich Subway depuis la naissance. Êtes-vous capable de m'expliquer le rôle de la peau sans googler frénétiquement?
Elle a quand même plusieurs rôles. Un, c'est un rôle de thermorégulation, donc de garder la chaleur ou de l'extérioriser lorsqu'on a trop de chaleur interne. Ensuite, il y a la protection, bien évidemment, contre les irritants ou les attaques extérieures. Ça peut être contre des agents irritants, mais aussi contre les agents pathogènes. On a aussi un rôle de la peau au niveau communicationnel. Donc, au niveau de l'interaction, étant donné la sensation du toucher, mais aussi la sécrétion de substances externes qui vont servir de communication, disons cela comme ça, un petit peu comme le terme usuel là, des phéromones, des substances odorantes qui vont nous permettre d'interagir avec les autres. Au fond, la première étape, c'est qu'on va aller délimiter la zone qu'on veut traiter. On va faire le front en premier. Aujourd'hui, M. Hintz subira un traitement pour éviter que des cellules précancéreuses, qu'on appelle kératose actinique, ne se transforment en cancer. En fait, typiquement, c'est des petites plaques rouges qui sont rugueuses en surface. Donc, on voit très bien là, ici, mais il en a aussi au niveau du front. Très mal délimité. Puis souvent, c'est des lésions qu'on va dire qu'on sent plus qu'on voit. Les kératoses actiniques sont des lésions précancéreuses de la peau qui se développent après une exposition chronique aux rayons ultraviolets du soleil. Bien, ça a commencé très tôt quand j'étais jeune. Je travaillais quand j'étais étudiant, je passais mes étés dans un terrain de jeu comme instructeur. Puis, fait que ça a commencé de même. On était toujours au soleil. En plus, bien, dans ce temps-là, il n'y avait pas de crème solaire. Il y avait... Les cancers de la peau sont plus nombreux que tous les autres cancers réunis. Chaque année, 1,5 million de personnes reçoivent ce diagnostic qui glace le sang. Et 120 000 n'y survivent pas. Et quelles sont les cibles préférées de ce cancer sournois? Les blonds, les roux, les peaux claires et ceux et celles qui ont flirté un peu trop souvent avec le soleil, sans protection. Dans une autre salle, le docteur Claveau est en train de soigner un patient qui a un cancer de la peau, un mélanome cette fois. Il y a deux grands types de cancers de peau. Les carcinomes, c'est 95 des cancers de peau. C'est surtout au visage, au nez, aux oreilles, des endroits qu'on a eu des coups de soleil beaucoup, exposition chronique. Le mélanome, ça vient de la cellule mélanocyte. Quand on a notre peau, on brunit puis on bronze, il y a des cellules brunes qui font bronzer notre peau. Donc, parfois, ces cellules-là sont déréglées, puis deviennent un petit début de cancer de peau. C'est ce qu'on appelle un mélanome. Donc là, on va désinfecter, puis on va faire l'anesthésie. On va attendre 5-10 minutes, puis ensuite, on va enlever ça. Et pourquoi donc le soleil qu'on aime tant, qui nous réchauffe la couenne et nous donne bonne mine, peut être si dangereux pour notre peau? Petite explication. Les rayons pénètrent dans notre peau et peuvent provoquer des mutations, des changements dans l'ADN, l'identité même de nos cellules qui deviennent cancéreuses. Déjà 1600 ans avant notre ère, les Égyptiens documentaient 48 affections cutanées dans un papyrus connu aujourd'hui sous le nom de papyrus Edwin Smith. Des accidents de chantier aux blessures de guerre, en passant par, surprise, les rides et taches traitées avec de la cire et de l'huile. Quelques siècles de traitements plus ou moins heureux plus tard, en 1889 naît officiellement une nouvelle spécialité médicale avec le tout premier congrès international de dermatologie et de syphilologie à Paris. Oui, oui, syphilologie, comme dans syphilis. Nous, en dermatologie, d'abord, on était des experts en maladies vénérielles et des maladies incluant le syphilis. Alors, en Europe, ils s'appelaient les dermatologistes, vénérologistes et syphilologues.
Si tu travaillais dans les soins de la peau au 16e siècle, ton succès était plus assuré que celui du Purel pendant la pandémie de COVID. On estime qu'entre 10 et 15 des citadins étaient atteints de la syphilis. Cette infection peut présenter parfois à l'insu de la personne comme un petit chancre dans la région génitale ou orale. Et puis ensuite, les gens ne savent pas. En deuxième stade de la maladie, ils peuvent avoir une genre d'éruption qui présente au niveau du corps, parfois les paumes et les plantes. Puis ensuite, ça rentre à un troisième stade où le syphilis est rentré dans les organes, dans le cerveau, dans le cœur. De retour au 21e siècle, dans la salle du docteur Ringuet. Je vais juste regarder derrière quelques secondes. Pendant que le dermatologue-chercheur examine les tâches de dépigmentation de M. Raza, rappelons que le vitiligo est une condition génétique qui touche environ 1 % de la population. Donc, ça n'a rien à voir avec l'exposition au soleil. Pour que la partie superficielle de la peau perde ainsi sa pigmentation, il faut que les 2 parents aient transmis les gènes responsables de la maladie à leur enfant. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. Et puis, je me rappelle que ça a augmenté quand j'étais adolescent. Ben, pas trop de démangeaisons, confort, tout ça. Relativement ça va. Et puis, ça se calmait à partir de 20 ans, par la vingtaine d'années. Notre système immunitaire va reconnaître la cellule qui produit le pigment au niveau de la peau comme étant un ennemi. Donc, le système immunitaire va arriver au niveau de la peau et cibler et détruire la cellule qui produit le pigment, donc le mélanocyte. Ça dérange rien si on regarde un petit peu vite le spot du tétard, selon moi. Heureusement que M. Raza n'a pas vécu au Moyen Âge. À cette époque, certaines personnes atteintes de vitiligo étaient brûlées vives parce qu'on les croyait maudites. Il y a des complexes, en fait, la vue des gens, et ça m'a affecté quand j'étais jeune pour ça. Il y a aussi certaines cultures où c'est très, très stigmatisé de présenter le vitiligo, notamment parce qu'antérieurement, d'autres maladies infectieuses, comme notamment la lèpre, donnent des lésions hypopigmentées qui peuvent être facilement confondues avec du vitiligo. Ah, la lèpre! Encore un magnifique exemple de notre talent collectif à transformer une maladie en festival d'exclusion sociale. On te soupçonne d'avoir la lèpre? Hop, on t'envoie vivre ailleurs. C'était des gens de colonies complètement à part et les gens pensaient que c'est des gens qui méritaient la maladie parce qu'ils ont fait quelque chose de mal contre Dieu. Donc, lorsque Jésus a approché un lépreux pour le guérir, finalement, c'était très osé, sa geste de toucher parce que ça aurait pu le contaminer et lui aussi aurait pu être envoyé dehors de la société. Au 13e siècle, on comptait 19 000 léproseries en Europe. Environ 1 % de la population était touchée. Disons que c'était pas vraiment l'âge d'or des câlins. La lèpre, c'est un agent infectieux, au même titre qu'une bactérie, qu'un champignon, qu'une mycobactérie, mais c'est un micro-organisme qui est un petit peu à part. La lèpre est causée par une mycobactérie, le Mycobacterium leprae. La maladie se transmettrait par des gouttelettes d'origine nasale lors de contacts étroits et répétés avec des personnes infectées et non traitées. Ça roule dans les cabinets de dermatologues. La docteure Blouin traite un autre cas de cancer de la peau. Alors, vous n'avez pas d'allergie? Non. Puis, je travaille avec David aujourd'hui, qui est infirmier. Je suis certaine que ça va bien aller. Parfait. Je vais aller chercher un masque. Je reviens. Monsieur Boisvert présente un carcinome basocellulaire à l'oreille. C'est le cancer de la peau le plus fréquent. Heureusement, il se propage rarement à d'autres parties du corps, mais peut causer des dommages locaux importants s'il n'est pas traité à temps. Donc, c'est une plaque qui est ulcérée au centre. Et voyez-vous, même à l'œil, on voit des petites veines
qui sont, nous, on dit arborisés, donc comme un arbre. Donc ça signe typiquement un carcinome basocellulaire. Un petit peu inquiet parce que s'il me manque une oreille, ça sera pas drôle. L'outil primordial ou le plus important d'un dermatologue, ça s'appelle un dermoscope. C'est une petite loupe avec lumière polarisée qui va vraiment exagérer ce qu'on voit à l'œil. Parlant d'outils, l'appareil photo a été une vraie petite révolution pour la dermatologie afin de documenter visuellement l'apparence des maladies de peau. Avant 1840, les médecins devaient se fier à leur mémoire pour se rappeler l'allure de tous les bobos de la peau. Imaginez le cauchemar. Comme aide-mémoire, on faisait des gravures sur bois ou sur cuivre et même des moulages en cire. Et ce qui s'en vient? Pour observer comme jamais nos grains de beauté, un bras robotisé équipé d'une caméra qui fait un genre de street view de notre peau. Il crée un jumeau numérique cutané et balance le tout dans le nuage. Fini le temps où on jouait au détective amateur avec notre miroir de poche. Grâce à l'intelligence artificielle, l'appareil va traquer le moindre changement sur notre épiderme. Bienvenue dans le futur où même nos boutons auront leur propre GPS. Ce que je fais, moi, c'est de vérifier que est-ce qu'il y en a plus, finalement, que ce que je vois à l'œil. C'est pas le cas pour monsieur aujourd'hui, mais c'est pas rare qu'on va enlever la moitié d'une narine, la moitié d'un nez, la moitié d'une oreille ou une oreille au complet. C'est des choses qu'on fait là, à tous les jours ici. Dans notre société dominée par Instagram et TikTok, où même les filtres ont des filtres, avoir une mauvaise peau, c'est comme arriver en pyjama à une entrevue d'embauche. Pendant que 650 millions d'humains, principalement des ados, jonglent avec leurs boutons et leur estime personnelle, consolons-nous en sachant que même le roi Toutankhamon souffrait probablement d'acné. Eh oui, il s'est fait enterrer avec un gros kit anti-boutons pour passer l'éternité. Miel, soufre, aloe vera, le pharaon ne niaisait pas avec les soins de peau post-mortem. Aujourd'hui, des immunosuppresseurs lourds qui réduisent l'efficacité du système immunitaire sont utilisés dans les cas les plus graves d'acné. Qu'il y a un blocage au niveau du pore où normalement le sébum va sortir. Donc, on voit le comédon qui soit ouvert, dont un point noir à la surface, ou fermé, juste une papule couleur chair ou un peu blanchâtre. Puis ensuite, ces lésions-là, parfois, vont stimuler une petite inflammation. Donc, on commence à voir les papillopustules. Puis si cette inflammation est plus importante, mais on voit des nodules, des genres d'abcès ou kystes au niveau de la peau. Alors, tout avec la génétique et l'environnement. L'équipe médicale prépare le traitement photodynamique que subira M. Heinz pour traiter les cellules précancéreuses de son visage, les kératoses actiniques. Une crème est appliquée sur le visage de M. Heinz. Elle sera activée par une lumière rouge, mais d'abord, on lui laisse le temps d'être absorbé par les cellules précancéreuses ciblées. Puis on va laisser ça incuber pendant une période de 2h30. Au bout de cette période de 2h30-là, M. Heinz va revenir nous voir, puis on va l'exposer à de la lumière rouge pour aller tuer, finalement, les cellules précancéreuses à l'aide de cette crème-là. Parmi les autres pathologies cutanées les plus répandues dans le monde, l'eczéma fait figure de vedette. Cette star des inflammations ne fait pas dans la discrimination sociale et touche une personne sur 10 au cours de sa vie. Son public préféré? Les enfants. Mais les adultes ne sont pas épargnés. L'empereur Auguste lui-même aurait gratouillé ses plaques d'eczéma entre deux conquêtes de l'Empire romain. Comme quoi, même quand on porte une couronne, on n'est pas à l'abri des démangeaisons. L'eczéma, ça
c'est une inflammation au niveau de la peau à certains sites classiques qui se basent sur deux choses. Un défaut de notre barrière de protection cutanée qui fait en sorte que les irritants ou les pathogènes peuvent rentrer un peu plus facilement au niveau de la peau. Ensuite, une prédisposition génétique à l'inflammation qu'on appelle de type 2 qui relie au final l'eczéma, la rhinite allergique, les gens qui ont le rhume des foins, appelons ça comme ça, l'asthme ou certaines autres pathologies digestives. Et comment soigne-t-on tout ça? Le goudron avait des propriétés anti-inflammatoires. Alors, les gens, dans mon vieux temps, là, commençaient, ils allaient à un centre de photothérapie, puis on les couvrait avec le goudron sur leur corps avant qu'ils rentrent dans les cabines solaires, là, le UVB. Et puis, mais c'était terrible, là, que c'est un non-sens. La docteure Blouin est de retour auprès de M. Boisvert, atteint d'un carcinome à l'oreille. Après avoir gelé la zone, la dermatologue pratique la chirurgie de Mohs, une technique de précision qui vise à retirer la tumeur tout en épargnant un maximum de tissu sain. Du travail d'orfèvre, version dermatologie. Donc ici, la lésion est enlevée. Donc là, on a notre spécimen qu'on va envoyer au laboratoire. Monsieur Boisvert devra patienter avant d'obtenir le résultat de pathologie qui confirmera si, oui ou non, tout le cancer a été enlevé. Une pause qui a donné lieu à des retrouvailles inattendues. Complètement par hasard, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Minimum, oui, oui. Le destin a parfois un drôle de sens de l'humour. Ces deux hommes qui se sont croisés pendant 15 ans sous le soleil d'un terrain de golf se retrouvent maintenant chez la même dermatologue. C'est moi qui est arrivé le premier avec mes bobos dans... Ça, je me souviens de ça quand même. Ouais, c'est très cocasse. On a enfin collectivement compris que se tartiner de crème solaire, c'est pas juste une excuse pour sentir la noix de coco. C'est surtout la solution facile pour prévenir le cancer de la peau. Les gens regrettent, ils se rappellent qu'ils ont mis de l'huile à moteur, de l'huile bébé-zone, le papier d'aluminium, tu sais, tout ça. Mais là, malheureusement, cette mode-là, on récolte les effets négatifs actuellement. Tu sais, on sait que 4 coups de soleil en jeune âge va aller doubler le risque de mélanome. Donc, c'est pas banal. En analysant le spécimen prélevé sur l'oreille de M. Boisvert, la docteure Blouin remarque qu'il reste des cellules cancéreuses en périphérie, ce qu'on appelle les marges. C'est des îlots de cancer qu'on voit juste ici. Donc, tout ça, c'est du cancer. La dermatologue enlève donc un peu plus de peau pour retirer le carcinome au complet. Voilà. Donc ça, c'est retourné en analyse. On va refaire un pansement, puis on va vous redonner des nouvelles là, dans à peu près 30 minutes. Après 2h30 d'attente avec la crème, c'est maintenant l'heure du traitement à la lumière rouge pour traiter les kératoses actiniques de M. Heinz, des cellules précancéreuses. Petites lunettes. Le traitement va durer 9 minutes. C'est pas long, mais c'est chaud. Fait que je place ma lampe. Faut juste la partir. Fait que c'est commencé, ça reste rouge. Si vous avez chaud, vous me le dites, monsieur Heinz. Ça brûle, mais là... Ok, je peux vous en mettre. C'est commencé. Ah oui. Différentes longueurs d'onde de la lumière pénètrent la peau à différentes profondeurs. La lumière rouge contribue, entre autres, à la réparation cellulaire. Et en passant, ça fait déjà un petit bout qu'on a l'intuition que la lumière peut être bénéfique pour soigner la peau. C'est à la fin du 19e siècle que Niels Ryberg Finsen, un médecin danois, décide de filtrer la lumière du soleil pour traiter le lupus, une maladie auto-immune qui cause différentes lésions sur la peau. C'est tellement révolutionnaire qu'il décroche un prix Nobel en 1903. Et voilà. Terminé. Enfin.
En fait, ce qu'on va faire, M. Boisvert, on doit réparer la plaie. Donc, on va pouvoir faire une petite greffe de peau. On va prendre la peau derrière l'oreille. Bonne nouvelle, la deuxième analyse montre que la Dr Blouin a réussi à retirer tout le cancer de M. Boisvert. Elle peut donc reconstruire l'oreille abîmée. Alors, la peau est remise. On va seulement coudre là, le petit morceau là, à l'endroit où il en manque. Je regarde mon oreille, j'en ai pas une oreille dense. Bravo. C'est super. Le docteur Ringuet, lui, mène des recherches pour développer des traitements qui permettent de repigmenter la peau des personnes atteintes de vitiligo. Pour l'instant, il existe de la photothérapie, des crèmes et des onguents à efficacité variable et des immunosuppresseurs oraux, c'est-à-dire des médicaments qui vont ralentir le système immunitaire qui s'attaque aux cellules responsables de la pigmentation de la peau. On a des nouvelles classes de traitement, dont une nouvelle catégorie de traitement en crème qui a été approuvée en décembre dernier par Santé Canada, qui est un inhibiteur du JAK, qui est une molécule associée avec certains récepteurs dans le système immunitaire. On la sait très efficace pour traiter certaines pathologies inflammatoires comme la dermatite atopique et le vitiligo, pour lequel elle est approuvée maintenant. Et dans l'avenir, imaginez un monde microscopique où des particules plus petites qu'un milliardième de mètre révolutionnent la dermatologie. La nanotechnologie permet aujourd'hui de créer des crèmes solaires plus efficaces et de traiter précisément les problèmes comme le psoriasis ou les cancers de la peau. Combinées à l'intelligence artificielle, ces minuscules particules ouvrent la voie à une nouvelle médecine de la peau qui agit sur les causes profondes et pas seulement sur les symptômes. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un autre type de médicament très prometteur, les agents biologiques, qui sont des anticorps produits en laboratoire. Cet anticorps-là qu'on injecte va cibler une molécule ou un récepteur dans le système immunitaire pour calmer la problématique. Donc, cette classe d'agents-là pour le vitiligo est en développement. Dans l'avenir des traitements contre le cancer, pensons aux vaccins personnalisés créés à partir des propres cellules cancéreuses du patient. Donc, le futur que je vois d'ici à 5 à 10 ans, ça va être d'injecter ces produits-là en immunothérapie à l'intérieur des tumeurs pour, encore une fois, stimuler le système immunitaire à se débarrasser des tumeurs plutôt qu'on ait besoin de les opérer. Aujourd'hui, quand je joue au golf, j'ai des manches longues, des culottes longues, chapeau, de la crème. Qu'elle soit tatouée, scarifiée, malade ou en pleine santé, notre peau, c'est comme un roman autobiographique qui raconte notre vécu sans dire un mot. C'est notre costume de super-héros personnel. Alors, si quelqu'un vous juge pour votre peau, rappelez-lui qu'Auguste dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire en se grattant.